Bonsoir. Il y a Alexandre Malafé qui est le président fondateur de Sinopia. Bonsoir Alexandre. Et également Juan Pedro Quiñonero qui est le correspondant du journal espagnol ABC à Paris. Juan Pedro, bonsoir. Bonsoir. Plus Romain Renner de RTL.fr pour nous dire ce que disent les réseaux sociaux de l'actualité. Bonsoir. On a des beaux thèmes encore ce soir, Romain. Par exemple, bon, allez, on va commencer par celui-là parce que Monsieur Valls vient d'en remettre une couche dans Le Monde daté de demain à propos des confidences de François Hollande à nos confrères du Monde, justement, dans ce fameux livre qui ne cesse de générer la polémique. Eh bien, Monsieur Valls a réenrichi ses propos de France Inter d'avant-hier. Il a dit que lui, personnellement, il était très en colère parce qu'il y a des propos privés entre lui et le chef de l'État qui ont été imprimés, qui n'auraient jamais dû sortir, et que globalement, les militants socialistes avaient toute raison d'être dans la honte. Plus Monsieur Sarkozy, qui quand même a dit que dans le très hypothétique second tour, Le Pen, Hollande, finalement, il votera Hollande, même si ça lui broie le cœur, mais enfin, il le fera quand même. Après, il a dit, mais de toute façon, ça ne se produira pas, etc. Mais enfin, il a quand même dit ça. Donc, j'en arrive à poser la question, et dites-moi ce que disent les internautes. Après cette folle semaine, quel est votre sentiment pour la suite, pour les scrutins à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Si on en croit ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, la présidentielle de 2017 serait loin, très loin d'être jouée, contrairement à ce que disent de nombreux sondages. Les médias essaient de nous imposer Juppé, mais j'irai voter Le Pen, prévient Titi. Et vous pouvez trouver des centaines de commentaires de ce type partout sur Internet. Pour Jean, par exemple, voter Juppé n'est pas raisonnable. Il aura 72 ans. Rappelez-vous de la mort de Pompidou et des fins pénibles de Mitterrand et Chirac. Et l'autre grand sujet d'interrogation, c'est Macron. C'est le seul réformateur de gauche, dit Philippe, il faut qu'il y aille. Joe répond non merci sans façon qu'il nous oublie. Mais il y a un sujet à propos duquel tout le monde semble à peu près d'accord, c'est l'avenir de François Hollande. Sylvie attend avec impatience les prochaines élections pour que le président, je cite, dégage de l'Élysée. Un internaute anonyme considère que Hollande a réalisé le rêve de la droite en détruisant la gauche. Et Jean-Marie de conclure, il dit avoir un projet pour la France, j'en ai un aussi, le virer. Bon, puisque apparemment j'ai écorché son nom, Alexandre Malafaille, c'est bien ça. C'est vous qui commencez, Alexandre. Comment voyez-vous tourner la mayonnaise politique, là? En ce moment, pas bien. Ça, c'est clair. Je me mets surtout à la place des Français. Je me demande comment, alors si on prend le cadre de la primaire de la droite, je me demande comment ils s'y retrouvent. Je sais pas, en tout cas, il faudra en tirer des leçons, parce que cette espèce de très longue primaire, cette espèce de très longue phase de candidature des uns et des autres, avec ces affrontements qui sont quand même durs. On voyait bien, on en parlait là il y a quelques instants en micro, quand même que Nicolas Sarkozy, lors du débat, concentrait sans doute toutes les rancœurs, toutes les haines. Il était très isolé. On voit bien qu'il porte quelque chose qui est dur sur lui, et c'est normal. Bon, mais au-delà de ça, sur les messages, comment s'y retrouver? Vous parliez tout à l'heure de cette cacophonie sarkozienne qui annonce que peut-être il voterait Hollande si c'était... Enfin, je ne sais pas comment, sur le fond des choses, les Français vont faire pour se décider en allant le 10, le 20 et le 27 voter pour les primaires. Donc je pense qu'il y a un problème de processus. Je pense que ce processus des primaires devra quand même être décortiqué. Et puis peut-être après aussi de temps de campagne, parce que ça va faire un long moment où on est sur un débat, sur un deuxième débat, sur un troisième débat. Voilà. Et je sais, effectivement, je partage l'avis des internautes. Qui va gagner? C'est très difficile à prédire aujourd'hui. Évidemment, Alain Juppé est quand même pas trop mal parti. Juste une chose, il me semble quand même qu'il y a un phénomène qu'il faudra observer avec beaucoup d'attention, c'est le phénomène Emmanuel Macron. On n'est pas à l'abri, pour l'instant lui n'est pas encore rentré dans le jeu, on n'est pas à l'abri. Enfin, il chauffe d'une fort surprise. là. Il chauffe fort là. Mais il n'a pas encore annoncé ses positions, on n'a pas encore vu son projet, son programme, on a encore plein de choses à dévoiler de son côté. J'attends de voir. Il est capable de jouer un rôle tout à fait surprenant dans la campagne. Vous savez, il y a eu des choses très intéressantes en Espagne, monsieur, vous pourrez nous en parler, en Italie aussi. Je crois qu'il faut être très prudent sur le pronostic final. Clémentine Autain. Non, mais ce qui est formidable, c'est pas simplement que c'est pas qui va gagner, c'est qu'on sait pas qui est candidat. Oui, on arrive au mois de novembre quand même. Donc, et c'est vrai qu'il y a une incertitude à gauche en particulier, à droite aussi. L'issue de la primaire n'est pas certaine, même si Alain Juppé quand même caracole en tête de façon. La primaire de la droite, la primaire de la gauche, c'est en janvier. Il faut attendre 3 mois. La primaire de la gauche, c'est la primaire du Parti socialiste. On ne sait pas encore qui est candidat. Le président de la République lui-même. Voilà. Complètement incroyable, c'est-à-dire que lui il croit en son étoile, il continue à être perché je ne sais où et il ne voit pas que les Français n'ont aucun désir de lui et rêvent même de le mettre à la porte. Non mais si, il le voit très bien, mais il pense que que son heure va venir, qu'il a une bonne étoile et que tout ça. Quelque chose qui va renverser la situation. Bien sûr. Écoutez, pour l'instant on ne voit pas tout à fait venir ce qui va renverser la situation et ce qui est sûr c'est que on arrive dans un bout de cycle. Parce que c'est pas simplement cette élection, est-ce que la primaire est un bon ou un mauvais filon, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Les grands cadres idéologiques sont en train de s'effondrer, et en particulier de façon récente. Alors on a à gauche évidemment le mouvement ouvrier qui quand même est en phase de décomposition quand on prend ses différents bouts, et donc de recomposition de quelque chose qui va évidemment prendre sa place, mais on voit pas encore très bien quelle
quelle forme ça a. Ces deux traditions sont plutôt en état difficile, et en particulier la social-démocratie comme à l'échelle de toute l'Europe. Mais plus fondamentalement, depuis 30 ans, on a des politiques néolibérales qui se suivent et qui se ressemblent. Et aujourd'hui, je pense que tout ça arrive au bout. Complètement au bout, et le système politique, cette 5e République, est aussi à bout. Donc on est à bout de quelque chose, c'est pour ça que c'est brouillé, et que c'est brouillon, c'est que je crois qu'on a besoin, les Français attendent en tout cas, des projets neufs, des personnalités neuves, et une façon de renverser cette table et d'essayer d'ouvrir une alternative, et pas simplement de répéter avec les mêmes ce qui ne fonctionne pas. Avec vos yeux d'étranger, entre guillemets, même si vous êtes à Paris depuis fort longtemps, comment vous percevez ce qui se passe? Je crains voir la chose d'une façon beaucoup plus brutale. Soyez brutal. Sur la gauche, je crois qu'ils sont en train de se suicider tous ensemble d'une façon collective. Manuel Valls aurait pu être un très bon candidat des droites réformistes s'il aurait choisi un autre chemin. Il a préféré être avec les socialos. Eh bien, ils vont se suicider avec eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche? Est-ce qu'il y a décidé? S'il faut croire tous les sondages, il n'y a aucune idée. C'est le vide absolu. C'est-à-dire, les premières parties des jeunes, c'est les partis qui votent les jeunes. Depuis une vingtaine d'années, les plus, c'est le Front National. 30% des ouvriers français votent Front National depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Quel est le fonds de commerce du Parti communiste, des socialos, des écologistes, on peut pas des divers gauches plus ou moins extrêmes ou pas non extrêmes? Il n'y a rien, c'est le vide absolu. Le vide absolu. Le vide absolu. S'il faut croire tous les sondages, et je crois dans les sondages français, parce qu'ils disent toujours la vérité, depuis une trentaine d'années que je les suis, ils sont tous derrière Les Pen. C'est-à-dire toute la gauche aujourd'hui pèse moins que le Front National. Et ça, c'est une catastrophe. Mais c'est pas un paysage politique qui est figé ad vitam aeternam. Je constate que depuis que la gauche... Ça va de pire en pire. Mais c'est pire que ça, c'est que depuis qu'Hollande est au pouvoir, le Front National est passé de 17 à 27. Donc ce qui est absolument certain, c'est que la gauche au pouvoir a été le terreau formidable de l'extrême droite. Encore. Enfin, la gauche, les partis communistes n'existent plus. Les écolos, ils se sont suicidés gentiment, comme c'est leur tradition. Pas gentiment, hein. Bon, mais avec une certaine plus gentiment que d'habitude, on ne peut pas dire que la primaire est très... C'est un suicide sympathique. Et du côté droite, il y a les côtés pépères, que c'est le seul qui page globalement, que c'est Juppé. Et s'il faut croire les images de Sarko, il y a déjà la mine du perdant aigri. Exactement. Tordu, compliqué, il a vraiment de gros mots. Il n'a pas l'air d'être en train de... Il faut éteindre le son, vous le regardez, et la défaite est portée sur son visage. Il est là. Il a récent comme ça. Il aurait dû rester fidèle à ce qu'il avait annoncé au soir de sa défaite, de servir son pays autrement. Je pense mais ça confirme en tout cas, pour rebondir sur ce que Clément Pinotin, ça confirme vraiment qu'on a un besoin profond de renouvellement de la classe politique. Regardez la primaire de la droite, c'est que des gens qui font de la politique depuis très longtemps, qui pour un certain nombre d'entre eux ont essuyé des échecs. Une partie effectivement, le Premier ministre sortant, le président sortant. Demain, hommage national de la nation française au peuple tzigane. En l'occurrence, les tziganes ont été massacrés pendant la dernière guerre mondiale, pendant l'occupation ici en France, mais partout ailleurs, en Roumanie, en Grèce, en Allemagne, etc., par centaines de milliers par les nazis. Et la question que je posais, c'est est-ce que les tziganes sont vraiment les grands oubliés de l'Holocauste? En l'occurrence, le président de la République sera dans cette commémoration. Romain Reiner, qu'en pensent les internautes? Eh bien, le fait que François Hollande se rende à cet hommage semble totalement brouiller le message pour les internautes. Ils y voient en fait une espèce de manipulation politique pas forcément légitime. C'est le cas de Christian par exemple. Hollande reconnaît la responsabilité de la France dans le génocide tzigane. Pourquoi pas dans la répression de la sédition Nika? Pour Aven, les gens du voyage sont beaucoup d'électeurs potentiels. Baba reproche au président d'effectuer un nouvel hommage national. Le rôle du président, ça se résume à ça donc? Manzac ne supporte pas l'idée que la France, je cite, endosse tous les crimes. Il y a des gens qui pensent différemment. Charles pense lui par exemple que cet hommage vient un peu tard et il s'interroge, quid des milliers d'Espagnols internés par les Français dans des camps avant d'être livrés à l'occupant? Et une autre personne tire son chapeau à François Hollande pour ce geste de reconnaissance qu'aucun président n'avait jamais fait. Le fait est que, effectivement, c'est une première. Quant aux électeurs tziganes, à mon avis, il y en a pas beaucoup qui vont voter. Me semble-t-il, il faudrait faire une étude un peu fine là-dessus. Mais enfin bon, le fait est. Juan Pedro, est-ce que ce sont les oubliés? Peut-être. En tout cas, moi, que l'État, à la fois, rende hommage à un de ces... je sais pas, des personnages de sa diversité, ça me paraît bien noble, respectable et opportun. Toujours. Après la guerre 14, le maréchal Foch a rendu hommage aux musulmans et a bâti la grande mosquée de Paris.
c'est trop tard pour rendre hommage aux Tziganes. Jamais, mon État. Il faut toujours temps. Moi, mon seul souci, c'est que en regardant vers les passés, on ne regarde pas vers les Tziganes et les Roms d'aujourd'hui. C'est-à-dire, bien pour l'hommage aux victimes de l'Holocauste, quand même, il faudrait peut-être regarder qu'aujourd'hui même, il y a quelques milliers de victimes qui sont dans les boulevards de la Chapelle, par terre dans des conditions épouvantables. Oui. Et qu'il vaut mieux regarder vers les passés, rendre hommage, c'est beaucoup plus facile que tendre la main aux Tziganes d'aujourd'hui et aux victimes d'aujourd'hui, qui en ce moment sont de Barbès à Stalingrad. Et il y a 2 milliers et sont une honte pour Paris, pour la France et pour nous tous. Et vous ? Moi, je pense que l'un est le prélude aussi à l'autre. C'est-à-dire que quand on rend cet hommage, quand on se souvient de cette histoire, c'est aussi une manière de regarder différemment le présent. Donc, je n'oppose pas l'un à l'autre, mais je pense qu'au contraire, le fait de regarder cette histoire, parce qu'elle a été passée totalement sous silence. Je ne sais même pas si ceux qui nous écoutent savent qu'en Europe, il y a eu entre 300 et 500 000 personnes victimes qui ont donc été déportées, qui ont été gazées, qui ont été interdits de circuler, puis chassés, puis regroupés dans des camps, puis certains par centaines déportés à Auschwitz. Enfin, je veux dire, c'est une histoire. Ils ont fait partie de ceux qui étaient ciblés par le régime nazi. Et donc cette histoire, elle a eu du mal à sortir de l'ombre. Vous vous rendez compte, il a fallu, y compris des actes culturels importants. Je pense au film de Tony Gatliff en 2010, qui a justement mis cette politique anti-Tzigane en France sous le régime de Vichy un peu à la lumière. Mais c'est long, quoi. C'est très très long. Il a fallu aussi que le président de l'Union française des associations Tziganes se batte, que les associations Tziganes se battent elles-mêmes, et c'est très long. Et je regrette que ce soit à la fin du quinquennat. C'est vrai qu'on a l'impression que François Hollande, et c'est triste. Il y a 15 jours, c'était pour les harkis, et c'était là aussi une bonne idée. On attend. Moi, j'aimerais qu'il fasse un beau discours, comme le raconte Raphaël Glucksmann dans son bouquin. Vous avez vu dans Notre France, il fait un faux discours de Hollande pour les morts de la fiche rouge. Les étrangers qui sont battus pour la France et qui ont été tués, les FTP-MOI qui ont été tués par les vichistes, et en se posant la question, mais qui était le plus français, ces étrangers qui se sont battus pour la liberté, l'égalité et la fraternité, ou est-ce que c'était ceux qui travaillaient pour l'État, qui étaient bien français, mais qui ont pourtant fait exterminer ces gens, ce qui est une vraie belle question pour la France. Bon, ça aurait été un discours attendu pour François Hollande. On n'a rien eu de tout ça pendant 4 ans. C'est vrai que ça vient tard. Moi, je préfère que ça vienne tard que jamais. Et je partage la préoccupation qui est de regarder dans le même temps la situation des Roms en France. Et j'ai en mémoire ce que disait Manuel Valls il n'y a pas si longtemps. Il a tenu des propos absolument inacceptables sur les Roms. Mais pas loin d'ici, on a aussi le cirque Tzigan. Bien sûr. Dans le 16e arrondissement, qui est magnifique. J'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent et qui sont parisiens à y aller. Et bien précisément, pourquoi ils ont eu du mal à monter leur tente? C'est parce que les gens dans le quartier, dans le 16e arrondissement, avaient ce racisme anti-Tzigan et ont toujours ce racisme anti-Tzigan, ce qui fait que la vie est très difficile pour eux, alors qu'ils donnent à voir cette culture, cette vivacité qui est absolument extraordinaire. Je vous invite tous à aller le voir, vraiment. Je précise qu'à Berlin, il y a un monument aux morts tziganes du nazisme. Enfin, bon, il n'y a pas ici, mais enfin, en l'occurrence, c'est plus une affaire allemande, vous allez me dire, bien qu'on ait une responsabilité en tant que collaborateur à une époque. Alexandre Malafaille. Tout ça s'inscrivait à l'époque dans un processus de sélection de la race. Donc, tous ceux qui n'étaient pas dans la bonne race étaient éliminés, les tziganes et tellement d'autres. Rappelons aussi que les handicapés ont payé un prix extrêmement cher. Les homosexuels aussi. Les homosexuels, même les francs-maçons aussi étaient éliminés par quantité. Donc, qu'on leur rende hommage, c'est très bien. Qu'on ce devoir de mémoire, il me paraît essentiel. Le président de la République dit d'ailleurs que c'est un travail de mémoire et de réconciliation des mémoires. Il a raison là-dessus, il faut le faire. Après, le calendrier politique est pas très heureux, c'est dommage. Mais je crois que de toute façon, on est toujours grandi quand on assume et quand on regarde le passé. Après, il faut faire attention. Il faut faire attention aux postures, il faut faire attention aux messages qu'on envoie. Quand je dis ça par rapport effectivement à un regard général porté. Il ne faut pas que le rétroviseur soit plus grand que le pare-brise. Il faut absolument que, évidemment, le présent soit quand même bien envisagé et que on ne passe pas son temps, à
à culpabiliser les citoyens du présent avec ce poids de l'histoire qui est douloureux. Vichy hier, c'est pas la France d'aujourd'hui. Donc il faut essayer quand même à un moment donné de la petite fibre, hein, le repentir, tout ça. Non, mais c'est difficile. Je crois que dans une logique d'un pays qui a besoin, qui se cherche aujourd'hui, on a des problèmes de cohésion. Voilà, cette culpabilité qui peut un peu. C'est pas de la culpabilité, on s'honore en regardant son histoire comme à l'échelle individuelle. C'est exactement ce que j'ai dit en préambule. Mais il faut juste trouver le bon équilibre et ne pas perdre de vue qu'on a besoin de créer une identité sur laquelle on se retrouve, qui fait qu'on vit ensemble, et que si on passe son temps, et les réseaux sociaux sont redoutables pour ça, si on passe son temps à regarder effectivement comment sont véhiculés ces relents du passé, ça nous fait beaucoup de mal. 19h52, non.